monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. Ce journal vous est offert par Tango Protection. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette grande édition du journal sur la RTGA, dont voici l'essentiel en titre. Échange entre les présidents de la République et les présidents de la Commission économique des États de l'Afrique centrale. Au menu, la préparation de la réunion de haut niveau sur la transhumance. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont neutralisé 5 éléments de CRP de Thomas Lubanga Nituri. Les 5 autres éléments rebelles ont été capturés. Et en justice, l'ambassade de Cuba dément la présence de Constant Mutamba sur son territoire, démenti fait suite aux rumeurs dans les réseaux sociaux selon lesquelles l'ex-ministre de la Justice aurait trouvé l'asile dans cette ambassade. Voilà tout pour les titres. Merci d'avoir choisi la RTGA pour vous informer. Les forces armées de la République démocratique du Congo, les FARDC, viennent de neutraliser plus de 5 éléments appartenant au groupe armé Convention pour la Révolution populaire de Thomas Lubanga. 5 autres ont été capturés. Ceci est le résultat des opérations menées par l'armée régulière le mardi 17 juin au village Nogo, en chefferie des Bahema, au nord, dans les territoires de Djougou. Le lieutenant Jules Ngongo, porte-parole du secteur opérationnel Ituri, qui rapporte l'information à la presse, ajoute que les forces loyalistes ont aussi réussi à capturer plusieurs armées des guerres. Suivez le lieutenant Jules Ngongo, porte-parole du gouverneur militaire de l'Ituri. Les forces armées de la République démocratique du Congo informent l'opinion nationale et internationale qu'une patrouille offensive lancée dans le village Nogo, situé dans la chefferie des Bahema Nord, dans le territoire de Djougou, a permis d'enregistrer le résultat significatif dans le cadre des opérations de sécurisation de la zone. Les forces armées ont neutralisé plus de 5 éléments appartenant au groupe armé CRP de Thomas Lubanga, allié du M23, capturé 5 autres et récupéré plusieurs armes de guerre, donc le fusil d'assaut et de munitions. Le commandant des opérations et gouverneur militaire de la province de l'Ituri, lieutenant-général Luboyankan Chamadjoni, salue le professionnalisme et le courage de ces hommes et les encourage à poursuivre sans relâche ses ennemis de la paix afin de le mettre définitivement hors d'état de nuire. Par ailleurs, les forces armées de la République démocratique du Congo, en Ituri, sous le commandement du gouverneur militaire et commandant des opérations, lieutenant-général Luboya, lance un appel pressant à tous les éléments de CRP, encore avec de prétentions de déstabiliser la région laquiste, à se rendre sans condition. À défaut, il s'expose à une riposte ferme des forces loyalistes. Le temps du pardon reste encore ouvert, mais la tolérance zéro envers les ennemis de la paix demeure de rigueur. Et pendant ces temps, le groupe armé M23 contrôlé par le Rwanda a déporté plus de 1500 personnes de l'Est de la RDC occupées par le Rwanda. Qu'il s'agisse des citoyens congolais ou des réfugiés rwandais, le transfert forcé des civils est un crime de guerre. C'est ce que dénonce l'ONG de droits humains Human Rights Watch. Cette organisation de droits de l'homme l'a dit dans son rapport publié le mardi.
Je l'ai dit au sommaire, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu mardi à la Cité de l'Union africaine, à Kinshasa, le président de la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale. Cette rencontre s'est tenue en présence du ministre congolais de l'intégration régionale, Didier Mazenga, et s'inscrit dans les cadres des efforts régionaux visant à répondre aux défis liés à la transhumance dans la sous-région. À l'issue de l'entretien, le président de la CAC a expliqué que cette séance de travail découle de la volonté des chefs d'État et de gouvernement de son organisation d'organiser en République démocratique du Congo une réunion de haut niveau pour aborder de manière concertée la problématique croissante de la transhumance. Et en séjour à Boende, chef-lieu de la province de la Chuapa, les vice-premiers ministres, ministres de la Défense nationale et des anciens combattants a présidé la réunion du comité provincial de sécurité en présence des autorités locales, des députés nationaux. Guy Kambombo Mwadianvita, patron de la Défense, a insisté sur l'approche collaborative pour assurer une paix durable. Il a par la suite effectué des visites dans les installations de l'armée et échangé avec des épouses des hommes en uniforme. Suzy Kibira Omari nous en parle. À Boende, chef-lieu de la province de Chuapa, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants palpent du doigt les réalités de la 13e région militaire. Maître Guy Kabombo Mwadianvita a présidé le comité provincial de sécurité en présence de quelques députés nationaux élus du Grand Équateur. Au cours de cette rencontre, les parties prenantes ont abordé diverses préoccupations relatives à la sécurité dans la région. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, les a invités à une approche collaborative afin d'assurer une paix durable. À la suite de cet échange avec le comité provincial de sécurité, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, maître Guy Kabombo Mwadianvita, s'est entretenu avec les autorités coutumières avant de visiter quelques installations de l'armée, notamment le camp Ndongo, l'hôpital militaire ainsi que la messe des officiers en état de délabrement. Face à la promiscuité dans le camp Ndongo et la spoliation du domaine militaire, le numéro 1 de la Défense nationale a rassuré que les mesures sévères et plus contraignantes seront prises pour rétablir la délimitation du domaine militaire et assurer sa sécurité. Comme à l'accoutumée, les épouses des militaires ont été reçues par le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, avec qui elles ont reçu des réponses autour des questions liées aux familles des militaires. Guy Kabombo Mwadianvita a tensionné, leur a promis de porter leur doléance directement au commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour des solutions efficientes. Guy Kabombo Mwadianvita s'est ensuite envolé en direction de l'Issala, chef-lieu de la Mongala. D'une province à une autre, le gouverneur de la Chopo s'est entretenu avec le nouveau chef de la police, Elvis Palanga, commissaire divisionnaire de la police nationale congolaise. En toile de fond, la situation sécuritaire dans la ville de Kisangani, chef-lieu de province, victime des vagues d'agressions, des vols à main armée et des actes de banditisme qui perturbent la quiétude de la population. Pour mettre fin à ces phénomènes, les deux responsables ont convenu de renforcer la collaboration entre les autorités provinciales et les services de sécurité, nous dit Nana Bwana. Regardez. Et dans le but de mettre fin à l'insécurité qui bat son plein dans plusieurs quartiers de la ville de Kisangani, que le gouverneur de province de la Chopo, Paulin Lendongolia, a reçu le mardi le nouveau commandant provincial de la police nationale congolaise, le commissaire divisionnaire Elvis Palanga Nawej, qui a pris ses fonctions récemment. Cette rencontre stratégique tenue au gouvernorat des provinces visait à faire le point sur la situation sécuritaire actuelle et à explorer des pistes d'action immédiates et durables pour endiguer la montée de la criminalité urbaine. Le gouverneur Lendongolia
a exprimé sa ferme détermination à restaurer l'ordre public, soulignant que la sécurité reste le socle de tout développement. Pour sa part, le général Elvis Palanga a dressé un tableau clair de la situation. Pour lui, malgré les efforts des forces de l'ordre, de nombreux défis subsistent encore. D'abord, les moments que nous traversons ici à Kisangani, les menaces sont énormes. Ça, c'est un. De deux, il y a la recrudescence de la criminalité. Nous avons déjà pris des dispositions pour essayer un peu d'écarter toutes ces menaces-là. Néanmoins, le chef nous a donné les instructions et les missions qu'on ne peut pas dévoiler ici. Et je suis très content que le chef a compris qu'il fallait un homme dur, un homme expérimenté, soit envoyé ici, mité ici à Chopo. Tout d'abord, de sécuriser la population et c'est bien, ça c'est un. De deux, nourrir l'espoir maintenant à la population que les choses vont décoller d'ici là. À l'issue de cet entretien, les deux personnalités ont convenu de renforcer la collaboration entre les autorités provinciales et les services de sécurité. Un plan d'action d'urgence sera mis en œuvre dans les prochains jours, entre autres les renforcements des patrouilles policières, l'accélération des opérations de sécurisation dans les zones les plus touchées, ainsi que la campagne de sensibilisation communautaire à l'intention des jeunes. Et à Kinshasa, plus de 1600 sinistrés des inondations de la capitale et de Kasangulu, dans la province du Congo central, ont été secourus par le gouvernement via le ministère des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale. Outre ces sinistrés, la ministre Nathalie Aziza Mounana a visité l'hôpital général des références Mères et Enfants des Barumbu et les centres de santé Vijana pour vérifier la qualité des soins offerts aux sinistrés. David Fidel Uzolo-Kubanza pour le reportage. La situation humanitaire en République démocratique du Congo préoccupe non seulement les organisations humanitaires du monde, comme la Croix-Rouge, OCHA et autres, mais aussi et surtout le gouvernement national via les ministères des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale. Plusieurs assistances humanitaires ont été réalisées à travers les pays par ces ministères pilotés par Nathalie Aziza Mounana. Le 10 avril 2025, soit 5 jours après les pluies torrentielles du 4 et 5 avril, ce ministère a effectué une descente sur les sites sinistrés afin d'évaluer la situation et d'apporter une assistance d'urgence aux sinistrés des inondations à Kinshasa et au Kasangulu. Parmi les bénéficiaires, 1647 sinistrés du site Tata Raphaël ont reçu des vivres et des produits de première nécessité. Un plan d'urgence de 33 milliards de francs congolais pour une assistance sur 3 mois a été élaboré. Cette somme a permis de couvrir les besoins essentiels des sinistrés des sites de Kinshasa, notamment des sites de Kinshasa et de Kasangulu. La ministre Nathalie Mounana a par ailleurs effectué des visites dans les hôpitaux, notamment à l'hôpital général de référence Mères et Enfants de Barumbu et au centre de santé Vijana pour vérifier la qualité des soins offerts aux sinistrés. Le 8 mai, à l'occasion de la journée mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, la ministre a tenu sa promesse en distribuant des vivres et biens de première nécessité aux sinistrés hospitalisés. Poissons salés, sémoules, lait, bassines et autres articles ont été disponibilisés. Dr Laza, médecin directeur de l'hôpital Mères et Enfants de Barumbu, a salué l'engagement de la ministre et le respect de ses promesses, soulignant que cette aide apporte un soulagement concret aux victimes. Et on en vient maintenant à cette mise au point. L'ambassade des Cubains en République démocratique du Congo a formellement réfuté les rumeurs selon lesquelles l'ancien ministre de la Justice, Constant Mutamba, serait réfugié dans ses locaux diplomatiques à Kinshasa. Le ministre d'État, Constant Mutamba,
n'est pas à l'ambassade de Cuba. C'est une fausse information, a déclaré Pierre Ndilui, secrétaire de l'ambassade, dans un entretien accordé à l'agence congolaise des presse. Cette mise au point intervient après la circulation persistante des rumeurs dans plusieurs médias congolais et sur les réseaux sociaux affirmant que Constant Mutamba aurait trouvé asile dans l'enceinte diplomatique cubaine au lendemain de sa démission du gouvernement. Pour rappel, l'ex-ministre de la Justice fait l'objet des poursuites judiciaires pour un présumé détournement de fonds publics. Il est accusé d'avoir détourné quelques 39 millions de dollars américains initialement destinés à la construction de la prison centrale de Kisangani et à l'indemnisation des victimes de la guerre des 6 jours. Sa démission est intervenue en application de l'article 166 alinéa 3 de la Constitution congolaise qui impose le retrait immédiat de tout membre du gouvernement mis en accusation. Alors que les spéculations vont bon train, la déclaration de l'ambassade vise à clarifier la situation et à couper court aux fausses informations qui alimentent les tensions autour de cette affaire. Et à l'approche de la fin du mandat de Dieudonné Kamuleta Badibanga à la présidence de la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo, une question cruciale agite les cercles politiques et judiciaires qui lui succédera à la tête de cette institution stratégique. Élu en juin 2022 par ses pairs, Kamuleta avait accédé à la présidence après avoir été désigné juge constitutionnel par le président Félix-Antoine Tshisekedi. Son mandat de 3 ans prévu par l'article 158 alinéa 5 de la Constitution congolaise s'achève ces mois-ci. Ce texte fondamental stipule que le président de la Cour est élu pour un mandat de 3 ans renouvelable une seule fois. Pour l'heure, aucune candidature officielle n'a été dévoilée. Les discussions se poursuivent en coulisses dans la plus grande discrétion. L'élection du prochain président se tiendra entre les 9 juges actuellement en fonction conformément aux procédures internes de la Cour. Et puis, sachez que la Fondation Joseph Kasavubu condamne avec la dernière énergie les propos tenus par un acteur politique, Barnabé Milingagno, concernant la nationalité du père du tout premier président de la République démocratique du Congo, Joseph Kasavubu. Selon cet analyste, le père de Kasavubu fut un Chinois. Révélation refutée par Junior Tuti, coordonnateur de la Fondation président Kasavubu, qui exige à l'auteur de ses propos de présenter des excuses publiques, sinon il sera traduit en justice pour avoir dénaturé l'histoire né Congo. Suivez Junior Tuti sur des propos recueillis par Jean-Sar Mikanda. Il faut le dire que j'étais d'abord effaré après avoir suivi des propos ahurissants tenus par monsieur Barnabé Milingagno. Ces propos qui ont certainement heurté la conscience nationale. Ce sont des propos qui portent préjudice à la considération morale et à l'estime sociale. Vous savez que de milliers de Congolais se retrouvent dans le valeur de Mbuta Joseph Kasavubu, notre tout premier président de la République, aujourd'hui élevé au rang des héros nationaux par l'actuel président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État et garant de la nation. Et pour ce faire, nous demandons des excuses publiques. Si ce monsieur ne le fait pas, nous serons obligés de saisir la justice. Donc il est astreint à présenter des excuses publiques parce que nul n'a le monopole de dénaturaliser l'histoire d'un peuple. Nul n'a le droit de falsifier l'histoire d'un pays parce que cela est bien sûr l'identité culturelle de tout un peuple. Est-ce que vous...
Parlons à présent du corridor des Lobito. Une réunion stratégique a été présidée par les vice-premiers ministres, ministre de Transport Jean-Pierre Bemba Gombo, aux côtés du ministre des Infrastructures Alexis Guissaro, en présence des représentants de l'Union européenne, à savoir les premiers secrétaires de la délégation de l'Union européenne à RDC, William de Liberg, et l'ambassadrice des États-Unis en République démocratique du Congo, ainsi que des experts issus des différentes parties prenantes. Regardez. Les projets du corridor des Lobito étaient au centre de la réunion qu'a présidé le vice-premier ministre, ministre des Transports Jean-Pierre Bemba Gombo, aux côtés du ministre des Infrastructures Alexis Guissaro, consacré à la définition du modèle économique du projet et au lancement de l'étude des faisabilités. Les discussions ont été tenues en présence des représentants de l'Union européenne, à savoir les premiers secrétaires de la délégation de l'Union européenne en RDC, William Lindbergh, de l'ambassadrice des États-Unis en RDC, Lucie Tamlin, ainsi que des experts issus des différentes parties prenantes. Le corridor de Lobito est un projet prioritaire pour l'Union européenne. Il s'agit d'un axe stratégique dans la coopération entre la RDC et l'Union européenne pour le développement régional, a déclaré William Lindbergh, premier secrétaire de la délégation de l'Union africaine à Kinshasa. Selon ces diplomates, l'étude des faisabilités en cours est essentielle pour identifier les modèles économiques les plus viables, aptes à attirer les investisseurs à long terme. On vient d'avoir une réunion de presque 4 heures aujourd'hui où on a discuté le développement de Lobito, le corridor de Lobito. C'est un projet qui est vraiment prioritaire pour l'Union européenne. C'est un objectif stratégique de notre développement et coopération, et notre partenaire avec l'RDC. On vient d'avoir une réunion assez intéressante où on a discuté les différents aspects techniques, financiers sur le projet. On sait bien que la prochaine étape sera très importante. On est en train de faire une étude de préfaisabilité qui va définir les différents modèles économiques. Les corridors de Lobito, portés conjointement par la RDC, l'Angola et la Zambie, ambitionnent de devenir un moteur d'intégration économique régionale en facilitant les transits des minéraux et des marchandises depuis l'intérieur du continent vers les ports maritimes. Sachez également que l'intersyndicale de la Caisse d'épargne du Congo est montée au créneau pour dénoncer les mauvaises conditions de traitement des agents en activité et des retraités de l'entreprise. Dans une déclaration faite ce mercredi, le président de l'intersyndicale, Maître Freddy Kitoko, a étalé les problèmes majeurs qui frappent les personnels avant d'annoncer des actions de grande envergure dans les tout prochains jours si aucune solution n'est apportée à leurs revendications. Suivez Maître Freddy Kitoko au micro de Elvis Epama. Le cadre de la CADECO, que l'intersyndicale que nous représentons, s'exprime aujourd'hui parce qu'ils en ont marre de la gestion catastrophique à la CADECO. L'avant, les états généraux du portefeuille, et pire, maintenant, après les états généraux, la situation est restée inchangée et s'est aggravée à la CADECO. L'autorité des tutelles qui a pris la décision pour que l'administration ou la gestion d'administration de la CADECO puisse toujours se référer à lui à cause du retrait de la confiance du conseil d'administration à la direction générale, n'a produit toujours pas d'effet. Et pire, aujourd'hui, la tension est montée et le ministre qui a pris la décision d'accompagner et de demander le renforcement de la commission au niveau du conseil d'administration essaiera de résoudre le problème. Mais la situation est intenable. Comme vous le savez, c'est le clientélisme à la CADECO. Il y a des gens qui touchent de doubles salaires à la CADECO, des primes que les agents de la CADECO qui sont encore au premier palier de leur SMIG ne touchent pas. Mais il y a des gens qui touchent des primes de $350 qui ne travaillent pas. On a demandé de suspendre ces contrôles, ce système de contrôle interne qui est catastrophique pour la CADECO, mais ça continue et les décisions du conseil d'administration ne sont pas appliquées. Les décisions que nous prenons en réunion mixte entre employeurs et l'intersyndicale ne sont jamais appliquées. Les retraités de la CADECO abandonnés à leur triste sort et il y a des gens qui se font payer par voie électronique par l'argent des clients de la CADECO.
Et au jour d'aujourd'hui, les agents et cadres de la CADECO travaillent dans le bunker, dans le cave, alors qu'il y a plus de 800 000 dollars qui sont déboursés par l'argent de la CADECO pour les travaux de réhabilitation de l'immeuble de la CADECO. Il n'y a que des compartiments qui sont là-bas. Et nous en avons plaidé aux autorités pour mettre un terme à cette hémorragie. Mais ça semble trop durer. Et au jour d'aujourd'hui, la société Malcolm, qui fait les travaux là-bas, a demandé le crédit à la CADECO pour poursuivre les travaux. Et on fait payer par l'argent des clients la poursuite de ces travaux qui ne produisent rien pour la CADECO. Pour un communiqué signé sur instruction du gouvernement par son directeur des cabinets, 65 agents de la DGRK sont obligés de cesser leurs prestations au sein de cette direction générale des recettes de Kinshasa. En protestation, ils ont organisé un sit-in, commentaire signé Pamphile Kayumba. Ils étaient en sit-in ce mercredi 18 juin 2025. Les agents de la DGRK, victimes du communiqué signé par le directeur de cabinet du gouverneur de province, Daniel Bumba, sur instruction de ce dernier, ce communiqué suspendant tous les actes d'engagement signés au grade de commandement, ainsi que toutes les promotions et tous les recrutements et avancements en grade effectués dès janvier jusqu'au 30 septembre 2024. Le même communiqué renseigne la cessation des prestations de 1065 agents. Voilà qui a révolté les victimes qui réclament leur réintégration. Nous avons été engagés depuis le mois de janvier 2024. Nous avons été payés 2 fois, soumis au contrôle physique et après nous avons été envoyés à la banque. Dans notre grande surprise, un certain 13 novembre 2024, nous avons vu un communiqué paraître sur les réseaux sociaux dans le groupe de la DGK, suspendant tous les agents qui ont été engagés au mois de janvier sans motif valable. Et après, nous sommes décidés de venir voir le DG. Avant, on partait chez le ministre de l'Intérieur. Nous avons été même chez le ministre de la Justice. Il y a eu une confrontation entre nous et la direction générale. Nous avons convaincu le ministre et il n'avait pas compris pourquoi il n'était pas réintégré. Dispersé par la police du commissariat urbain de la Gombe, l'un des victimes a perdu ses biens. Nous étions en sit-in devant la DGLK. Subitement, les policiers sont venus en intervention avec leur bus appelé Kabasele. Ils m'ont pris le téléphone et mon argent. La DGRK n'étant pas signataire du communiqué, elle décline toute responsabilité et demande à ses agents de bien vouloir se référer au cabinet du gouverneur de province. Voilà, vous avez corrigé avec moi qu'il s'agit des 1065 agents de la DGRK qui sont obligés de cesser leurs prestations au sein de cette direction générale des recettes de Kinshasa. Voilà, ça en est fini avec cette grande édition du journal, mais avant tout, voici le rappel des titres. Échange entre les présidents de la République et les présidents de la Commission économique des États de l'Afrique centrale. Au menu, la préparation de la réunion des hauts niveaux sur la transhumance. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont neutralisé 5 éléments des CRP de Thomas Lubanga Nituri. Les 5 autres éléments rebelles ont été capturés. En justice, vous avez suivi l'ambassade de Cuba dément la présence de Constant Mutamba sur son territoire. Démenti fait suite aux rumeurs dans les réseaux sociaux selon lesquelles l'ex-ministre de la Justice aurait trouvé asile dans cette ambassade. Voilà, ça n'est complètement fini avec cette grande édition du journal. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis et restez branchés au programme de la RTGA.
Ce journal vous a été offert par Tango Protection. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde.